Les élèves de terminale viennent de passer leur baccalauréat de mathématiques. Comme d'habitude, c'est super difficile, vraiment. Non, je déconne, évidemment, c'est donné, comme tous les ans. Mais cette vidéo n'est pas faite pour critiquer le baccalauréat, ni pour montrer ma supériorité, puisque vu que j'ai terminé ma L3, pour moi, le bac, maintenant, c'est vraiment du pipi de chat. Cette vidéo est faite pour corriger les sujets 2024 du baccalauréat de métropole, je précise, parce qu'il y a aussi des sujets un peu partout dans le monde. Et on va corriger dans cette vidéo les sujets 1 et 2. Donc si t'as passé ton épreuve le 19 juin, c'est bon. Si t'as passé ton épreuve le 20 juin, c'est bon aussi. Vous êtes sur la bonne vidéo. Allez, c'est parti, y a pas besoin de faire une intro aussi longue, je regarde vite les sujets et on corrige ça vite fait, bien fait. On commence par le sujet 1 et l'exercice 1, bien entendu. On fait ça évidemment proprement dans l'ordre. Alors l'exercice 1, c'est un vrai ou faux. Bon, une sorte de QCM, mais encore plus facile qu'un QCM parce qu'un vrai ou faux, il y a que deux possibilités de réponse. On a une fonction, la fonction f qui à x associe 5x exponentielle moins x. D'accord, on a la courbe qu'on note CF. La première affirmation, c'est l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour ça, il suffit de regarder une certaine limite de notre courbe f. Alors, il faut bien choisir la limite. Est-ce qu'on regarde en moins l'infini, en 0, en plus l'infini? Il y a plein d'endroits où on pourrait regarder. Soit on trace la courbe sur la calculatrice, puisqu'apparemment on a le droit à la calculatrice et on se rend compte que c'est en plus l'infini qu'il faut étudier la fonction. Soit, on a l'habitude d'analyser ce genre de fonction et donc on se rend compte que c'est bien en plus l'infini. On va donc montrer que la limite de f de x pour x qui tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors pourquoi 0? Parce que l'asymptote justement qu'on veut, c'est la droite, d'accord, d'équation y égale 0. Et en fait, il suffit de remarquer que x exponentielle moins x peut aussi s'écrire sous la forme x sur exponentielle x. Et là, on applique un théorème qu'on connaît très bien normalement, c'est le théorème des croissances comparées, qui nous dit que ce truc-là, quand on fait tendre x vers plus l'infini, ce truc-là tend bien vers 0. En fait, ça veut dire que l'exponentielle tend beaucoup plus vite vers plus l'infini que x, donc quand on met l'exponentielle au dénominateur, forcément, ce quotient-là va tendre vers 0. On dit dans ce cas-là que x est négligeable par rapport à exponentielle de x. Bon, après, on a un facteur 5 aussi pour notre fonction f, mais ça change strictement rien. Multiplié par 5 ici, ça tend vers 5 fois 0, ça tend vers 0. Autrement dit, l'affirmation 1 était vraie. Affirmation 2, la fonction f est solution sur R de l'équation différentielle y' plus y est égal à 5 exponentielle moins x. Franchement, cette question, elle est ridiculement facile. Il suffit juste de remplacer les y dans l'équation différentielle par f et voir si ça fonctionne. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. La seule difficulté, c'est de calculer la dérivée de f. Mais calculer la dérivée de ce truc-là, on sait faire. Bon, donc c'est parti, on calcule la dérivée de f. Bon, ici, 5x exponentielle moins x. On n'oublie pas la formule, d'accord, que je vais noter là. uv' c'est égal à u'v plus uv'. On identifie, donc u ça va être 5x, u' ça va être donc 5, d'accord. Le v, du coup, ça va être l'exponentielle de moins x, ok. Et donc v' ici, on dérive, ça va être moins exponentielle moins x. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc en dérivant, on obtient u'v plus uv', c'est-à-dire donc 5 exponentielle moins x. 5 exponentielle moins x, ok, plus uv', donc plus 5x fois moins exponentielle moins x, donc on va le noter moins 5x exponentielle moins x. On n'oublie pas le plus f de x, donc f de x, d'accord, c'est plus donc 5x exponentielle moins x. Et là, regarde, ce truc-là et ce truc-là, ça simplifie, puisqu'on a un moins ici et un plus. Il nous reste simplement 5 exponentielle moins x. Oh, ça tombe bien, c'est ce qu'on nous demandait. Donc justement, effectivement, la fonction f est bien solution de l'équation différentielle. L'affirmation 2 était donc vraie. Allez, ensuite, on a ceci. On considère les suites un, vn et wn, telles que pour tout entier naturel n, un est plus petit que vn est plus petit que wn. En plus de ça, on nous dit que la suite un converge vers moins 1 et que la suite wn converge vers 1. Affirmation numéro 3, la suite vn converge vers un nombre réel L appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bien entendu, c'est complètement faux. Et pour ça, il suffit de trouver un contre-exemple. Par exemple, le cosinus. Le cosinus est toujours entre moins 1 et 1. On peut bien entendu trouver des suites un et wn qui encadrent le cosinus de n, avec un qui converge vers moins 1 et wn qui converge vers 1. Mais pour autant, la suite vn ici ne converge absolument pas. C'était donc complètement faux. Pour les suites un et wn, on aurait pu par exemple prendre les suites constantes égales respectivement à moins 1 et à 1. Affirmation 4, alors en plus, ici on suppose que la suite
UN est croissante et que la suite WN est décroissante. Et l'affirmation 4, c'est pour tout entier naturel n, on a alors que U0 est plus petit que Vn et plus petit que W0. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bah ici c'est complètement vrai. Ici il suffit juste de faire des encadrements, hein. Si la suite U0 est croissante, bah, quel que soit l'entier n, U0 va être plus petit que UN. Ce truc-là, par hypothèse, on sait que c'est plus petit que Vn, qui est plus petit que Wn. Et Wn, justement, est décroissante, ça veut dire que quel que soit l'entier naturel n, Wn est plus petit que W0. Donc par transitivité de l'inégalité, on a bien que U0 est plus petit que Vn et plus petit que W0, quel que soit l'entier naturel n. Donc l'affirmation 4 était bien vraie. Allez, c'est parti pour l'exercice 2, on entre dans des choses un peu plus intéressantes, d'accord? Une agence de marketing a étudié la satisfaction blablabla, je vais pas tout lire, hein, je te mets de façon le sujet juste à l'écran, quelque part, il s'affiche, je sais pas trop où. Première question, on nous donne un arbre, il faut le compléter. Bon, ok. Bon, on complète déjà la branche qui va vers le i, donc quel pourcentage des gens ont acheté leurs produits sur Internet? Bah, il suffit de lire l'énoncé, c'est marqué dedans, hein, il y a marqué 60%, donc là c'est vraiment des points donnés gratuitement. On va le noter quand même entre 0 et 1, donc on va l'écrire 0,60. M, c'est en magasin, donc c'est à nouveau dans l'énoncé, hein, donc 0,30, et donc vers G, c'est 0,10, à nouveau, c'est dans l'énoncé. Maintenant, pour les parts de satisfaction, bon, bah ici, à nouveau, hein, tout est dans l'énoncé de toute façon. Pour les gens qui ont acheté sur Internet, c'est 0,75. Pour les gens en magasin, c'est donc 0,90. Et en grande surface, c'est 0,80. Ensuite, pour Asbar, bah, il faut trouver le complémentaire à 1, c'est-à-dire le complémentaire à 1 de 0,75, bon, bah, c'est 0,25. De 0,90, bah, il reste 0,10. Et de 0,80, c'est évidemment 0,20. Question 2, quelle est la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service clientèle? Il suffit donc de calculer P de I inter S, d'accord? C'est ce que nous demande plus ou moins l'énoncé. On utilise la formule de l'intersection, alors il faut l'utiliser ici correctement. Qu'est-ce qu'on connaît? Bah, on connaît P de I et on connaît aussi P de S sachant I, d'accord? C'est-à-dire cette branche-là. Bah, ça tombe bien, hein, on va utiliser ça donc. On a donc P de I fois, d'accord? C'est pour calculer une intersection fois P de S sachant I, donc on va le mettre en indice comme ça, on peut le noter aussi avec une barre, ça change rien. P de I c'est 0,6 ou 0,60, d'accord? On multiplie par P de S sachant I, c'est-à-dire 0,75. On fait le calcul rapidement, de tête ou avec la calculatrice, mais ça fait tête. Donc 3/4 de 0,60, c'est donc, hop, 0,45. Hop, ça y est, c'est fini. Ensuite, démontrer que P de S est égal à 0,8. Pour ça, on utilise la formule des probabilités totales. Comment on le sait? Bah, on le sait parce que, en fait, le S il apparaît plusieurs fois, d'accord? Et à chaque fois, il y a des embranchements avant. Donc, dans ce genre de situation, c'est toujours cette formule que l'on va utiliser, enfin, toujours dans la plupart des cas. Comment s'utilise ici la formule des probabilités totales? Ben, on va simplement écrire que P de S est égal à la somme des probabilités des intersections avec S à l'intérieur, c'est-à-dire la probabilité de I inter S, plus la probabilité de M inter S, plus la probabilité de G inter S. La probabilité de I inter S, bah, on l'a calculé, c'est 0,45. C'est pour ça que la question d'avant, c'était une sorte de question intermédiaire pour essayer de se souvenir de comment on calculait des probabilités d'intersection. Et puis en fait, on fait exactement la même chose avec P de M inter S et P de G inter S. C'est la même méthode, donc pour P de M inter S, on calcule 0,3 fois 0,9, on obtient donc 0,27. Pour P de G inter S, on calcule 0,10 fois 0,80, on obtient 0,08. On fait donc la somme de ce truc-là, 0,45 plus 0,27 plus 0,08, pof, on fait le calcul, ça fait bien 0,8 ou 0,80. C'est bon, on a démontré ce qu'on devait démontrer. Question 4. Un client est satisfait du service clientèle. Quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? On donnera un résultat arrondi à 10 puissance moins 3 près. Autrement dit, cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est P de I, d'accord, sachant S, et non plus P de S sachant I. Bah pour ça, rien de très compliqué, on utilise la formule des probabilités conditionnelles que l'on connaît, c'est P de donc S inter I, d'accord, divisé par P de S. Alors ça, on a le droit de l'écrire parce que P de S est non nul, d'accord, P de S, on l'a calculé juste avant, c'est 0,8. P de S inter I, on connaît, c'est 0,45, d'accord. P de S, du coup, on connaît, c'est 0,8. Et donc ça, quand on le calcule et quand on
on arrondit à 10 puissance moins 3 près, on tombe donc sur 0,562. Question 5. Alors pour réaliser l'étude, l'agence doit contacter chaque jour 30 clients parmi les acheteurs du téléviseur. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler le choix des 30 clients à un tirage avec remise. On note grand X, d'accord, la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 30 clients associe le nombre de clients satisfaits du service clientèle. Question A, justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Pour le justifier, je vais le faire à l'oral, je vais pas l'écrire, d'accord, mais il faudrait le rédiger normalement. Il suffit de repérer que l'on répète à chaque fois une expérience de Bernoulli, on la répète ici n égale 30 fois, et surtout on la répète de façon identique et indépendante. Le paramètre, ça sera P de S, ça sera donc 0,8. Donc X suit bien une loi binomiale de paramètres donc n égale 30 et P égale 0,8. Question B, déterminer la probabilité arrondie à 10 puissance moins 3 près qu'au moins 25 clients soient satisfaits dans un échantillon de 30 clients contactés sur une même journée. On calcule donc P de X supérieur ou égal à 25. Alors les lois binomiales, on les connaît surtout avec X inférieur ou égal à quelque chose, du moins la formule est plus pratique à manipuler dans l'autre sens. Donc on va donc faire intervenir l'événement contraire ici, ça sera donc 1 moins P de X, du coup strictement inférieur à 25. Comme on travaille avec des entiers, si X est strictement inférieur à 25, ça veut dire que X est inférieur ou égal à 24. Et là, au moins, on connaît bien la formule. Donc 1 moins P de X inférieur ou égal à 24. Et alors maintenant, donc P de X inférieur ou égal à 24, donc soit on connaît la formule, mais normalement c'est une formule qu'on apprend un peu plus tard, enfin on peut le faire avec le binôme de Newton, mais bon, c'est un peu compliqué. Apparemment, on a le droit d'utiliser la calculatrice, ou du moins l'outil dans la calculatrice qui permet de calculer une loi binomiale. Donc écoutez, si on a le droit d'utiliser cet outil-là, on va le faire, très bien. Donc en utilisant l'outil de la calculatrice qui permet de calculer ce truc-là, on obtient, donc apparemment, et là je fais confiance à la correction, à peu près 0,427 au total. Donc même sans le 1 moins, au total, à peu près 0,427. Question 6. En résolvant une inéquation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99 ou 99%. On cherche donc à travailler avec une nouvelle loi binomiale, d'accord, avec une variable aléatoire, donc qu'on va noter Y ici, qui va suivre une loi binomiale donc de paramètres n et 0,20. Pourquoi 0,20? Parce que cette fois on cherche des clients qui ne sont pas satisfaits, donc c'est-à-dire 1 moins 0,80, donc 0,20. Et donc c'est ce n là, d'accord, qu'on doit trouver. Il faut que nécessairement P de y plus grand que 1, ou 1 moins P de y égale 0, c'est la même chose du coup, soit plus grand que 0,99. On a donc 1 moins P de y égale 0 est égal à 1 moins, du coup comme on s'intéresse pas forcément au premier client, mais du coup à tous les clients appelés sur la journée, des clients on en a donc n sur la journée, on a donc 0,80, d'accord, le fait que le client soit satisfait, puissance n. Et donc ça, c'est supérieur à 0,99. Si et seulement si, en passant le 1 moins de l'autre côté, on a donc 0,8 puissance n qui est inférieur ou égal donc à 0,01. Ensuite, petite astuce, on va passer au logarithme. On a le droit de le faire parce que le logarithme népérien est une fonction bijective, ce qui fait qu'on conserve ici les équivalences. En passant au ln, donc on va tout écrire, donc ln de 0,8 puissance n plus petit que ln de 0,01. ln d'un exposant, l'exposant, il peut sortir du ln et il passe en multiplication, donc n fois ln de 0,8, plus petit donc que ln de 0,01, sauf que 0,8 il est plus petit que 1, mais ln c'est une fonction qui est croissante, qui est même strictement croissante. Ln de 1 est égal à 0, ça on le sait, ce qui fait donc que ln de 0,8 est inférieur strictement à 0. Donc ln de 0,8 est négatif, donc si on veut diviser, parce que là c'est ce qu'on va faire, on veut garder juste le n, donc on va diviser à gauche et à droite par ln de 0,8, et bien ça va donc changer le sens de l'inégalité, parce que ce truc là, je le répète, est bien strictement négatif. Et donc en divisant par ln de 0,8 de chaque côté, en inversant donc bien l'inégalité, on fait attention, on obtient bien ceci. Bon, on pourrait exprimer ces trucs-là avec des puissances de 10, rien de très intéressant, là on a fini. Et donc en regardant à la calculatrice combien vaut ce truc, on obtient en fait 20, quelque chose, sauf que dans ces cas-là, nous ce qu'on veut c'est le nombre minimal de clients dont on a besoin. En fait on va arrondir à l'excès, c'est-à-dire on va arrondir à 21. Donc ici, n doit être supérieur ou égal à 21. Question 7, alors là on va s'intéresser qu'aux achats sur internet, d'accord? Lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison du téléviseur est modélisé par une variable aléatoire t égale à la somme des deux variables
variables aléatoires T1 et T2. T1, ça modélise en fait le nombre entier de jours pour l'acheminement, blablabla. T2, ça modélise un autre nombre entier de jours pour un acheminement, bref, on s'en fout. On admet que les variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes, ça c'est important, et on donne donc les espérances. L'espérance de T1 c'est 4, la variance de T1 c'est 2, l'espérance de T2 c'est 3 et la variance de T2 c'est 1. On nous demande de déterminer l'espérance E de T et la variance V de T. Bon, bah l'espérance d'une somme de variables aléatoires c'est la somme des espérances, ça c'est ce qu'on appelle la propriété d'additivité ou de linéarité de l'espérance. On remplace, E de T1 c'est 4, E de T2 c'est 3, on obtient donc 7. On nous demande cette fois-ci la variance. Eh ben la variance par contre ça va aussi marcher, d'accord, la linéarité, mais à condition que les variables soient indépendantes. Ah, ça tombe bien, on nous dit que c'est indépendant, donc on va pouvoir utiliser la même formule. V de T c'est donc V de T1 plus V de T2, et donc en remplaçant à nouveau on obtient 2 plus 1 est égal à 3. Question B, un client passe une commande de téléviseur sur internet, il faut justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande soit supérieure ou égale à 2 tiers. Pour ça, donc, on va chercher la probabilité que t soit entre 5 et 9. Et alors là, on va ruser un petit peu, d'accord? On va utiliser en fait une soustraction et la valeur absolue. En fait, ce truc-là, c'est équivalent à p de, donc, entre valeur absolue donc de t moins 7, d'accord, soit inférieur ou égal à 2. Ce truc-là, c'est la même chose. On peut vérifier, hein, c'est pas très compliqué. Bon, maintenant, on est à deux doigts de reconnaître une formule que l'on connaît. C'est simplement que ce inférieur ou égal nous gêne. On va devoir utiliser un supérieur ou égal. On a donc l'événement contraire, c'est strictement supérieur à 2, mais comme c'est des entiers, à nouveau, ça va être pareil que supérieur ou égal à 3. On a donc 1 moins P2, donc T moins 7 en valeur absolue, strictement supérieur, on va mettre donc supérieur ou égal à 3. Et là, pof, on reconnaît inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Ce truc-là, c'est inférieur ou égal à la variance divisée par a carré. Encore, faut-il déterminer la variance de quoi, et puis surtout le petit a. Bah déjà, ce qui est génial ici, c'est que le 7, c'est l'espérance de t, bah oui, on l'a calculé juste avant. Notre variable aléatoire, donc ça va être t. Et le petit a, bah ça sera donc évidemment le 3 ici. On a donc par la formule donc de bien-aimé de Chebyshev que ce truc-là, c'est inférieur ou égal à la variance divisée par a carré, c'est-à-dire 3, d'accord, divisé par a carré, donc divisé par 3 au carré, c'est-à-dire divisé par 9. Et ce truc-là, 3 sur 9, c'est égal à 1 tiers. On a donc que tout ceci est supérieur ou égal à 2 tiers. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on voulait démontrer. Et ça y est, l'exercice 2 est terminé. Exercice 3, un petit peu de géométrie. Donc sur 5 points, on a un espace qui est muni d'un repère orthonormé OIJK, bon jusque là c'est classique. On considère les points A550, B050, C0010 et D00 5 demi. On a même un joli petit schéma qui nous permet de visualiser la situation, et ça c'est quand même sympa. Question 1A, montrer que le vecteur N1 de coordonnées 1, moins 1, 0 est un vecteur normal au plan CAD. Pour ça on utilise la fameuse méthode de trouver deux vecteurs du plan qui ne sont pas collinaires et montrer que ce vecteur, donc N1, est bien orthogonal aux deux vecteurs. Bah donc logiquement, deux vecteurs du plan CAD, bah, on va avoir par exemple CA et CD, bon, pourquoi pas. On calcule évidemment les coordonnées des vecteurs CA et CD à partir des coordonnées des points. On obtient naturellement que CA c'est 5, 5, moins 10, et CD c'est 0, 0, moins 25 demi. Donc ces deux vecteurs sont trivialement dans le plan CAD, fort heureusement. On vérifie rapidement qu'ils sont pas collinaires, mais là bon ça se voit parce qu'ici on a des zéros. Évidemment pour passer de cette coordonnée à cette coordonnée, il faudrait multiplier par 0. Ok, mais le moins 10 si on multiplie par 0, bah on obtient moins 25 demi. Donc nécessairement ces deux vecteurs ne peuvent pas être collinaires. Et maintenant, il faut montrer que N1 est orthogonal à la fois à lui et à lui. Bah pour ça, orthogonal à produit scalaire. On fait le produit scalaire, c'est parti. Alors le produit scalaire de ces deux vecteurs-là, donc 1 fois 5, ça fait 5. Moins 1 fois 5, ça fait donc moins 5, donc 5 moins 5. D'accord. Et 0 fois moins 10, ça fait 0. Donc 5 moins 5 plus 0, ça fait 0. Super, donc c'est bien orthogonal à CA. Et maintenant, avec le deuxième vecteur, 1 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois moins 25 demi, ça fait 0. 0 plus 0 plus 0, ça fait la tête à Toto. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Ok, super, notre vecteur N1, il est bien orthogonal à lui et à lui, donc il est orthogonal au plan, génial, on est super content. En déduire que le plan CAD a pour équation cartésienne x moins y est égal à 0, bah vu que la question c'est en déduire, bah il faut utiliser évidemment la question précédente, et vu que N1, ses coordonnées c'est 1, moins 1 et 0, bah naturellement, on va avoir comme équation 1 fois x plus moins 1 fois y plus 0 fois z est égal à 0, donc là il nous reste simplement
simplement x moins y est égal à 0. Super, on est vraiment très content. Question 2A, on considère la droite D de représentation paramétrique un truc que je ne lirai pas. Question A, on admet que la droite D et le plan CAD sont sécants d'un point H. Il faut justifier que les coordonnées de H sont 5,5, 5,5, 0. Bon, bah vu qu'on a une représentation paramétrique de la droite avec un petit t qui varie, bah il suffit de résoudre en fait ce système d'équations. Ce sont des équations linéaires, on a 4 équations, 4 inconnues, donc là on va être sûr qu'il y a une ou plusieurs solutions, mais bon, ici ça va être une solution. Comment on le sait? Bah ce qui va nous aider c'est ce truc-là, hein, x moins y est égal à 0, le x on le connaît, le y on le connaît. Oh bah suffit de remplacer, génial, on est content. Donc les 3 premières lignes on ne va pas les modifier, c'est simplement le x qu'on va remplacer par ça et le y qu'on va remplacer par ça. On obtient donc 5 demi de t, d'accord, moins 5 demi de t, ok, est égal à 0. Bon, ce truc-là, on fait les simplifications nécessaires que j'ai pas envie de détailler, on obtient que t est nécessairement égal à 1. Et maintenant, il suffit de remplacer t par 1 dans toutes les autres équations. Bon, là, il n'y a pas de t, mais dans les deux premières, il y a du t. Et donc, finalement, on obtient que x est égal à 5 demi, que y est égal à 5 moins 5 demi, c'est-à-dire, bah, 5 demi aussi, génial, on est super. Z est égal à 0, et donc t, on s'en fout, mais donc t est égal à 1. Donc les coordonnées de ce point H, ça va être donc 5 demi, 0, yes. Question B, démontrer que le point H est le projeté orthogonal de B sur le plan CAD. Bon, ça, a priori, on a fait ça toute l'année. Pour ça, il faut repérer déjà que BH est orthogonal au plan. Donc BH, ses coordonnées, c'est ce truc-là. Ok, bah alors, on peut déjà factoriser ici par 5 demi. On a donc 5 demi fois donc le vecteur 1, moins 1, 0. Oh, est-ce qu'on le connaît pas ce vecteur-là? Bah si, c'est N1 qu'on a déterminé donc dans la première question. On a donc 5 demi fois le vecteur N1 qui est orthogonal au plan, on s'en souvient, donc nécessairement BH, du coup il est collinéaire à N1, donc il est orthogonal aussi au plan. Et maintenant, deuxième étape, c'est justifier que H appartient bien au plan CAD. Question précédente, on nous dit que H c'est l'intersection entre une droite et le plan CAD. Donc si c'est à l'intersection des deux, H va être dans le plan CAD. Donc là, il n'y a rien à dire, c'était dans l'énoncé. Donc H est bien le projeté orthogonal du point B sur le plan CAD. Super, on est très heureux. Allez, on enchaîne. Question 3A, démontrer que le triangle ABH est rectangle en H. Bon, bah là, la technique, c'est de montrer que les vecteurs AH et BH sont orthogonaux. Pour ça, on détermine déjà le vecteur AH qui est moins 5 demi, 0. On fait un petit produit scalaire, d'accord, AH scalaire BH. Pof, on est très content. Il faut que ça fasse 0 pour que ce soit des vecteurs orthogonaux. H scalaire BH, ça fait donc moins 5 demi fois 5 demi, plus moins 5 demi fois moins 5 demi. Oh, comme par hasard, c'est l'opposé du truc d'avant. Pof, ça s'annule, génial, on est content. 0 fois 0, ça fait 0. Hop, super, il y a tout qui fait 0, c'est super. Donc les vecteurs AH et BH sont orthogonaux, donc le triangle ABH est bien rectangle en H, ok. En déduire que l'aire du triangle ABH est égal à 25 quarts. Aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Lui, en plus, il est rectangle, donc c'est encore plus simple. L'aire, ici, ça va être donc AH fois BH divisé par 2. Et c'est là que c'est pratique, justement, d'avoir le schéma, c'est de se rendre compte assez facilement de la formule qu'on peut utiliser. Pour calculer la longueur AH, bon, bah, la longueur AH, c'est la norme du vecteur AH. Suffit donc de faire un petit théorème de Pythagore, d'accord, je vais pas le détailler, ok, on sait calculer la norme d'un vecteur. Pour AH, on obtient donc 5 racines de 2 sur 2, d'accord, je le répète, c'est avec le théorème de Pythagore, d'accord, c'est la racine de ça au carré plus ça au carré. Pour BH, bon, bah, c'est exactement la même chose, hein, il y a juste un facteur moins ici, sauf que quand on passe au carré, le moins, bah, hop, il apparaît plus, donc ça va être exactement la même norme, hein. BH, c'est aussi 5 racines de 2 sur 5. On n'oublie pas de tout diviser par 2. En plus, je sais pas écrire, c'est pas 1 sur 5 ici, c'est 1 sur 2, mais vous avez compris. On fait les simplifications nécessaires qui doivent être faites. Ici, 2 fois 2, 4, d'accord, c'est comme si on avait 1 sur 8, sauf que les racines de 2 fois racines de 2, ça va faire 2, donc en fait c'est 1 sur 4, 5 fois 5, ça va faire 25, hop, 25 sur 4, 25 quarts, hop, on est très content. L'aire du triangle est donc 25 quarts. Question 4a, démontrer que la droite CO est la hauteur du tétraèdre ABCH issu de C. D'accord, donc comment on va faire? Bah, il suffit déjà de montrer que le vecteur CO qu'on va déterminer, CO ça va être le vecteur 0, 0, 10, hein, à nouveau on utilise les coordonnées des points. C'est un vecteur qui est normal au plan BHA, comment on le sait? À nouveau on utilise la technique, d'accord, on prend deux vecteurs du plan BHA, donc par exemple on va prendre AH et BH qu'on connaît. Ces deux vecteurs
vecteurs ne sont pas collinéaires, c'est très important. On fait les produits scalaires, d'accord, CO scalaire AH et CO scalaire BH. On obtient 0 à chaque fois, donc CO va bien être orthogonal au plan BHA. Donc à partir de là, on en déduit bien que le CO va être la hauteur du tétraèdre donc ABCH issu de C. Question B, on déduire le volume du tétraèdre ABCH. Alors on nous rappelle la formule du volume d'un tétraèdre, hein, c'est 1/3 fois la base fois la hauteur. L'aire de la base, bah, on l'a calculé juste avant, c'était 25 quarts, d'accord, super. Donc 1/3 fois 25 quarts, fois la hauteur, bon bah la hauteur c'est la norme du vecteur CO, d'accord, la norme de CO, bon bah ici il y a juste une coordonnée qui est nulle, hein, donc c'est simplement la valeur absolue de moins 10, et valeur absolue de moins 10, ça fait 10. On calcule ce truc là, d'accord, 25 fois 10, 250, ok, sur 3 fois 4 sur 12, on simplifie ici par 2, d'accord, ça va donc faire 125 sur 6, pas génial. Question 5, on admet que le triangle ABC est rectangle en B, déduire des questions précédentes, la distance du point H au plan ABC. Bon bah pour ça, il faut repérer qu'en fait la distance du point H au plan ABC, c'est la hauteur d'un tétraèdre. Donc ce qu'on recherche, c'est ce petit h qui est là. Et on a donc que le volume, c'est égal à 1/3 fois l'aire du triangle ABC fois le petit h. V, on connaît, c'est 125 sixièmes. L'aire de ABC, bon bah c'est à nouveau, d'accord, la base fois la hauteur divisé par 2. On peut l'écrire comme ceci, hein, 125 sixièmes, c'est 1/3 de AB fois BC sur 2 fois h. On détermine AB et BC à l'aide des normes des vecteurs, d'accord, la norme du vecteur AB, bon, avec les coordonnées qu'on avait précédemment, c'était donc 5, la norme du vecteur BC, c'est 5 racines de 5, d'accord, donc on a déduit en faisant les simplifications donc nécessaires, que h est égal à racine de 5 en faisant quelques petits calculs. Et ça y est, on a fini l'exercice 3. On arrive à l'exercice 4, partie A, on a la fonction f qui est définie sur 0 plus l'infini ouvert, hein, au 0, par f de x égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x. On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On note f' sa dérivée, f seconde sa dérivée seconde. Question 1a, déterminer en justifiant les limites de f en 0 et en plus l'infini. Bon bah c'est parti. Bon bah en 0, on n'a pas de forme indéterminée, d'accord, x tend vers 0, ln de x il tend donc vers moins l'infini, d'accord, on a une somme, donc pas de forme indéterminée ici, 0, moins 2, plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Pour la limite en plus l'infini, bah c'est exactement la même chose, c'est même encore plus simple, hein. X il tend vers plus l'infini, ln de x il tend vers plus l'infini, on a du plus l'infini plus du plus l'infini, on a un moins 2 qui traîne mais on s'en fout, donc la limite en plus l'infini ça va être plus l'infini aussi, donc là il y avait absolument rien de compliqué, c'était vraiment des points qui étaient complètement donnés, comme tout le baccalauréat. Question B, il faut calculer la dérivée de f, d'accord, montrer que f' de x est 2x plus 1 sur 2x. Si on nous donne la formule, c'est qu'elle va être importante pour la suite, hein, histoire de, si jamais on fait une erreur, bon, bah, on peut au moins utiliser ce qui est donné dans l'énoncé. Est-ce que j'ai besoin de montrer comment on dérive une somme de fonctions? Non, on sait juste que la dérivée du logarithme, c'est la fonction inverse, dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc à partir de là, pof, 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 on fait les petits calculs, on s'amuse bien, c'est rigolo, on obtient que la dérivée, c'est bien 2x plus 1 sur 2x, super, c'est ce qu'on voulait. Question C, il faut étudier le sens de variation de f sur 0 plus l'infini. Sens de variation d'une fonction, sachant qu'on vient de calculer la dérivée, A, il suffit d'étudier le signe de f'. Bon, on se rappelle qu'on est sur 0 plus l'infini, bah, il suffit de regarder donc le signe, sauf que bon, au numérateur, entre 0 et plus l'infini, bah, ça va être positif, au dénominateur aussi. C'est positif en haut, en bas, un quotient de trucs strictement positif, bah, c'est strictement positif, ok, génial, donc tout ceci est toujours strictement positif entre 0 et plus l'infini. Conséquence, la fonction f est strictement croissante. Question D, étudier la convexité de f sur 0 plus l'infini. Pour étudier la convexité, on calcule la dérivée seconde. Il faut donc dériver ce truc-là. Ouais, bon, hein. Bon, donc là, c'est juste calculatoire. On se souvient juste que u sur v prime, c'est donc u'v moins uv prime, d'accord, sur v carré. C'est juste cette formule qu'il faut appliquer bêtement. Le u, c'est 2x plus 1. Le v, c'est 2x. On applique, hop, on tombe donc sur f seconde de x, c'est égal à moins 2 sur 4x carré. T'inquiète, j'ai pas du tout utilisé la correction, j'ai fait ça de tête parce que je suis trop fort. Par contre, non, jamais il simplifie la fraction sur la correction. Non, mais c'est vraiment des débiles. Donc évidemment, on simplifie ici, hein, le 2 et le 4, d'accord, on a évidemment moins 1 sur 2x carré. Ok, on étudie sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe sur 0 plus l'infini? Donc x est toujours strictement positif, du coup, x carré est toujours strictement positif, du coup, 2x carré est toujours strictement positif,
positif. Du coup, 1 sur 2x carré est toujours strictement positif. Du coup, moins 1 sur 2x carré est toujours strictement négatif. Donc la dérivée seconde est toujours strictement négative. Donc f est concave. Donc comment on dessine un truc concave? Bah, on l'écrit comme ça, voilà, parce que ça fait un truc concave. Bref, t'as compris. Question 2a. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 plus infini une solution unique qu'on notera donc petit a, non c'est petit alpha, pardon, et justifier que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Pour ça, on utilise le théorème de la bijection ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ça dépend comment on le dit. Il faut simplement repérer que la fonction f est continue sur l'intervalle. Comment on sait que c'est continu? Bah, parce que c'est dérivable, et une fonction dérivable est forcément continue. On repère que f est strictement croissante, d'après la question C. Donc en particulier, elle est strictement monotone. On calcule aussi f de 1. Alors f de 1, en faisant nos petits calculs sympathiques, on obtient que f de 1 est égal à moins 1, que f de 2 qui est égal à 1 demi ln de 2, donc ln de 2 sur 2. Ça c'est strictement négatif, ça c'est strictement positif, donc 0 est entre les deux, donc nécessairement la fonction f va passer par 0 à un moment donné entre 1 et 2, d'où donc l'existence d'une unique solution à l'équation f de x égale 0 entre 1 et 2. Question B, on admet le tableau de signes suivant, d'accord, donc on a un magnifique tableau de signes de la fonction qui à x associe f de 1 sur x. Bon, pourquoi pas. Question B, on détermine le signe de f de x pour x entre 0 et plus l'infini. La fonction est strictement croissante, la fonction s'annule en alpha. Donc si elle est strictement croissante et qu'elle s'annule en alpha, nécessairement ici c'est négatif, ici c'est nul, et ici c'est positif. Yeah! Question C, montrer que ln de alpha est égal à 2 fois 2 moins alpha. Bon, bah pour l'instant, tout ce qu'on sait sur alpha, c'est que f de alpha est égal à 0. Après, il suffit d'utiliser la formule de f, f de alpha, c'est donc alpha moins 2 plus donc 1 demi de ln de alpha. C'est tout ce qu'on sait. Sauf que bon, bah ça suffit largement, on passe le alpha moins 2 de l'autre côté. Donc on a 1 demi de ln de alpha est égal à 2 moins alpha. Et puis après, il suffit de multiplier par 2 pour enlever le 1 demi. On a donc bien que ln de alpha est égal à 2 fois 2 moins alpha. Ouais, c'est génial. Partie B, étude de la fonction g. La fonction g est définie sur l'intervalle 0,1 par g de x égale à moins 7 huitièmes de x carré plus x moins 1 quart de x carré ln de x, ouais, ok. On admet que la fonction g est dérivable sur 0,1 et on note g', sa fonction dérivée, jusque-là ça va. Question 1, calculer g' de x pour x entre 0 et 1, donc 0 exclu, 1 inclus, puis vérifier que g' de x est égal à x fois f de 1 sur x. Bon, rien de très compliqué ici, hein, c'est une somme de plusieurs trucs qui sont simples à dériver. La dérivée de x carré c'est 2x, d'accord, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, et à partir de là, la seule difficulté se situe au niveau du x carré fois ln de x, d'accord, on n'oublie pas la formule, uv' c'est u'v plus uv', on fait nos petits calculs et donc on obtient moins 2x plus 1 moins 1 demi de x ln de x, et après on doit vérifier que c'est égal à x fois f de 1 sur x, bah pour ça on remplace dans la formule de f par 1 sur x, et on obtient donc x fois 1 sur x moins 2 plus 1 demi de ln de 1 sur x. Ln de 1 sur x, on n'oublie pas que ça fait moins ln de x, et puis le x on peut le développer, donc x fois moins 2 ça fait moins 2x, ok, x fois 1 sur x ça fait 1, ok, on est content, plus 1 demi, d'accord, de x fois moins ln de x, parce que ln de 1 sur x, je le répète, c'est moins ln de x. Donc le plus d'ailleurs on peut le remplacer par un moins, donc moins 1 demi de x ln de x. Oh, ben on reconnaît, tiens, comme par hasard, c'est le truc qui avait écrit juste au-dessus, ça c'est g' de x. Maintenant question 2, alors question 2a, justifier que pour x dans l'intervalle 0,1 sur alpha, on a f de 1 sur x strictement positif. Bon, donc en gros on veut ceci, bah ce que je propose c'est que vu que 1 sur alpha on ne maîtrise pas trop, on maîtrise plutôt alpha, c'est qu'on passe tout à l'inverse, et en passant à l'inverse, bon bah le 0 devient en quelque sorte un plus l'infini, en quelque sorte, hein, je dis bien, donc en fait tout est évidemment strictement inférieur à plus l'infini, donc le 0 ici, bof, il s'en va, il nous reste juste 1 sur x, d'accord, strictement supérieur à 1 sur alpha, c'est-à-dire alpha, donc ici c'est un si et seulement si, évidemment. Sauf que d'après la question 2b avec le tableau de signes ici qu'on a donné, si 1 sur x est strictement supérieur à alpha, alors f de 1 sur x va être strictement positif. Donc par la question 2b, on
on a bien ce qu'on voulait. On nous donne ensuite un petit tableau de signes, on est très content. Alors je vais le refaire, hein. Donc ici c'est positif, ici c'est nul, ici c'est négatif. X, bon bah X entre 0 et 1 sur alpha c'est positif, entre 1 sur alpha et 1 c'est positif. Maintenant nous on veut un truc qu'on connaît. On connaît quoi avec un f de 1 sur x? Bah on connaît x fois f de 1 sur x, donc justement on va l'utiliser. Ok, donc multiplier un truc positif par un truc positif c'est positif. Ici donc ça s'annule, ok, un truc négatif par un truc positif c'est négatif. Sauf que ça c'est quoi? Bah ça c'est g' de x, super. Et ça on le sait grâce à la question 1. Ce qui fait donc qu'on peut obtenir les variations de la fonction g, c'est-à-dire que ici vu que g' est positif, bah ici la fonction g est croissante. Et vu qu'ici la fonction g' est négative, donc la fonction g est décroissante. On a donc le tableau de variation de la fonction g. Allez, la partie C, on fait un petit calcul d'air là, vraiment très simple. Il faut justifier la position relative des courbes CG et P sur l'intervalle 0,1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire si la courbe est au-dessus ou en dessous. Pour ça, on calcule g de x moins y. Bon, à nouveau, là, c'est des petits calculs pas très compliqués. On remplace par les données de l'énoncé, hein. Et donc, on obtient à la fin moins 1 quart de x carré fois ln de x. Sauf que, très important, on repère que là, on est entre 0 et 1, d'accord? On a x sur l'intervalle 0, 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ln de x, pour x entre 0 et 1? Ben, on l'a déjà dit, hein, ln de x est strictement négative. Donc, ce truc-là, c'est strictement négatif. On a un moins, donc moins, c'est strictement négatif aussi. Donc, moins par moins, ça fait plus. Donc au final, ce truc-là est strictement positif, parce que x carré est positif aussi, 1 quart est positif, ok? Donc ce truc-là, c'est strictement positif. Entre 0 exclu et 1, 1 il est inclus, pardon, donc si 1 est inclus, c'est supérieur ou égal à 0, parce que évidemment ln de 1, ça fait 0, ça s'annule, donc tout s'annule. Donc ce truc-là est supérieur ou égal à 0, ce qui fait donc nécessairement la courbe de g va être au-dessus de p pour tout x entre 0 et 1. Maintenant, b, il faut démontrer l'égalité, donc une intégrale entre 1 sur alpha et 1 de x carré ln de x dx, donc ça devrait être égal à moins alpha cube moins 6 alpha plus 13, le tout sur 9 alpha cube. Bah, un produit de fonctions, intégration par partie, c'est parti. Alors on va poser donc u de x, ça va être ici ln de x, du coup on va avoir u' donc de x qui va être égal à 1 sur x. V' de x, ça va être donc x carré, ce qui fait donc nécessairement que v de x, ça va être x cube, hop, sur 3. On a donc notre intégrale i, c'est donc u fois v entre 1 sur alpha et 1, c'est donc x cube sur 3 fois ln de x entre donc 1 sur alpha et 1, moins l'intégrale, donc entre 1 sur alpha, tac, que je le note correctement, entre 1 sur alpha et 1 de x carré sur 3, hop, dx. Bon, ce truc-là, on calcule rapidement. On obtient donc 1 sur 3 alpha cube, d'accord, que je ne me trompe pas, fois ln de alpha. Ce truc-là, bon, ben, on connaît une primitive, d'accord. On a donc x cube sur 9 entre les bornes, donc entre 1 sur alpha et 1. À nouveau, donc on fait des petits calculs ici tout bêtes, il n'y a pas de raisonnement à faire, c'est juste des calculs, et en mettant tout au même dénominateur, on obtient que c'est égal à moins alpha cube, moins 6 alpha plus 13, le tout divisé donc par 9 alpha cube, ok, c'est justement ce qu'on voulait. Allez, la toute dernière question du sujet, en déduire l'expression en fonction de alpha de l'aire A. Ok, alors comment on fait? Bah, il suffit juste de repérer que A c'est l'aire entre deux fonctions et entre deux bornes. Bah, quel outil on connaît pour calculer une aire de fonction entre deux bornes? Bah, c'est évidemment une intégrale. Alors du coup, vu que c'est entre deux fonctions, on va calculer l'intégrale d'une différence. Et c'est quelle différence? Bah, c'est une différence qu'on connaît. C'est cette différence-là, la différence g de x moins y. Donc évidemment, ici, on est entre les bornes 1 sur alpha et 1, donc on va l'écrire comme ceci, d'accord? De quelle fonction? Bah, de g de x moins y, d'accord? Toujours dx. Sauf que g de x moins y, on connaît, c'est ce truc-là, d'accord? C'est donc égal à l'intégrale entre 1 sur alpha et 1 de moins 1 quart x carré ln de x dx, ok. On passe le moins 1 quart en dehors de l'intégrale, on a donc moins 1 quart de l'intégrale entre 1 sur alpha de 1, x carré ln de x dx. Oh, génial, on reconnaît, ce truc-là, c'est quoi? Bah,
c'est notre intégrale i qu'on a calculé eh bien, juste avant dans la question précédente. C'est donc égal à moins un quart de i. On peut remplacer par la valeur de i, c'est ce truc-là. En fait, non, je vais pas remplacer parce que j'ai un peu la flemme. Tu réécris simplement i, c'est égal à ce truc-là, et tu obtiens donc la valeur. Non, allez, je plaisante, je suis quand même sympa. Je te donne la formule finale que tu dois obtenir. C'est donc alpha cube plus 6 alpha moins 13, le tout sur 36 alpha cube. Et voilà, on a fini de corriger le sujet 1 du baccalauréat de mathématiques de métropole, d'accord, 2024. On va donc passer au sujet 2, c'est parti. C'est parti pour le sujet... Oui, j'ai changé de t-shirt. On est donc parti pour le sujet 2, on va commencer dans l'ordre, avec l'exercice 1, c'est parti. La directrice d'une école souhaite réaliser une étude auprès des étudiants qui ont passé l'examen de fin d'études, blablabla. Ok, on a des pourcentages, des machins, ils ont répondu non, ils ont répondu oui. Question 1, on doit préciser les valeurs des probabilités P de Q et, alors P de Q bar sachant R bar. Pour ça, il suffit de lire l'énoncé, hein, on nous dit que 91,7% des étudiants interrogés ont répondu oui, donc P de Q va être égal à 91,7% ou à 0,917. Attention, il y a marqué quand même que dans tout l'exercice, on doit arrondir si besoin à 10 puissance moins 3 près, donc c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Ah, ben là c'est bon, il y a 3 chiffres après la virgule, donc pas besoin d'arrondir plus. P de Q bar sachant R bar, bah, il suffit de lire, hein, 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non, bah, c'est ce qui nous intéresse, donc ça va être égal à 0,65. Question 2A, un arbre de probabilité à recopier et compléter, c'est parti. Bon, pour R bar ici, cette branche-là, bah, vu qu'on ne connaît pas x, bah, nécessairement ici, ça va dépendre de x aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Bah, c'est le complémentaire à 1, d'accord? Et le complémentaire à 1, ça sera évidemment 1 moins x. On vérifie, x plus 1 moins x, ça fait bien 1, on est bon. Ensuite, P de Q bar sachant R bar, on le connaît, c'est 0,65, donc ici, ça va être 0,65, et là, ça va être le complémentaire à 1, autrement dit 0,35. Et puis, P de Q sachant R, c'est dans l'énoncé, c'est 98%, donc on a ici 0,98, donc ici, nécessairement, 0,02. Question B, on nous demande de montrer que x est égal à 0,9. Eh bien, pour ce faire, on va utiliser en fait la loi des probabilités totales, c'est-à-dire qu'on va faire en gros la somme des intersections. On a donc P de Q qui est égal donc nécessairement à P de Q inter R plus P de Q inter R bar. On vérifie que ça marche bien, que R union R bar, ça donne bien l'univers. C'est le cas, hein, puisque c'est des événements contraires. P de Q, on l'a calculé dans la question 1, c'est 0,917. Donc ici, on va raisonner par équivalence. Hein. C'est équivalent à dire que 0,917 est égal. Pour exprimer l'intersection, on va utiliser les probas conditionnels, c'est-à-dire qu'on a P de R fois ici P de Q sachant R. Pareil, ici, on va avoir P de R bar fois P de Q sachant R bar. P de R, c'est égal à X, d'accord. P de Q sachant R, c'est 0,98, donc le 0,98, on peut le mettre juste devant le X. P de R bar, c'est 1 moins X, donc on va écrire 1 moins X, fois P de Q sachant R bar, c'est-à-dire 0,35. On fait les simplifications nécessaires, on tombe sur 0,63X plus 0,35. On a juste une petite équation linéaire à résoudre, on passe le 0,35 de l'autre côté, et on se retrouve finalement avec, pour seule solution, x est égal à 0,9 ou 90%. Question 3, l'étudiant interrogé a répondu oui à la question, quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen? On s'intéresse donc à P de R sachant Q, on connaît la formule, ça sera donc P de R inter Q, le tout divisé par P de Q. P de Q, alors on l'a calculé dans la question précédente, hein. Bon, je l'ai malheureusement effacé, mais on avait en fait 0,9 fois 0,98. Le P de Q, on connaît, c'est 0,917, et alors là, bon, on peut utiliser apparemment la calculatrice, et en arrondissant à 10 puissance moins 3 après, on tombe sur 0,962. Question 4, la note obtenue par un étudiant interrogé au hasard est un nombre entier entre 0 et 20. On suppose qu'elle est modélisée par une variable aléatoire n qui suit la loi binomiale de paramètres 20 et 0,615. La directrice souhaite attribuer une récompense aux étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats. À partir de quelle note doit-elle attribuer les récompenses pour que 65% des étudiants soient récompensés? Il s'agit donc en fait de trouver un entier K tel que l'on est ceci, un P de
de n supérieur ou égal à k, qui est égal à 0,65. Alors pour ce genre de questions, en fait, on a le droit d'utiliser donc l'outil de la calculatrice qui permet de calculer des trucs avec des lois binomiales. Donc avec l'outil de la calculatrice, alors ce qui est très bizarre, c'est que sur la correction, on me dit p de n supérieur ou égal à 12, donc on trouve k égale 12, sauf qu'on obtient en fait 0, 6, 4, 8, 7, ce qui fait donc un peu plus de 64% des étudiants qui sont récompensés, sauf que c'est pas ce que la question nous demande, hein. On nous demande en fait pour que 65% des étudiants soient récompensés, donc 64 ça suffit pas. Donc a priori en utilisant la calculatrice, en fait on trouverait donc k est égal à 11, il faudrait donc que les élèves aient au moins 11 sur 20 pour être récompensés, afin que 65% des étudiants soient récompensés. Cinquième question, on interroge au hasard 10 étudiants, les variables aléatoires n1, n2, etc. jusqu'à n10 modélisent la note sur 20 obtenue à l'examen par chacun d'entre eux. On admet que ces variables sont indépendantes, d'accord, et suivent la même loi binomiale de paramètres 20, 0, 615. Et donc on a soit S, la variable définie par S est égale à n1 plus n2 plus, etc. jusqu'à n10, d'accord, donc c'est la somme des variables aléatoires. On doit calculer l'espérance E de S et la variance V de S de la variable aléatoire S. Bon, comme on a une somme de variables aléatoires, par linéarité de l'espérance, E de S, ça va être donc E de n1 plus, etc. jusqu'à plus E de n10, d'accord. Chaque variable aléatoire suit exactement la même loi, donc ça va être la même espérance à chaque fois, donc c'est 10 fois une certaine espérance. Et ici, l'espérance d'une loi binomiale, ça va être simplement le produit des deux paramètres, c'est-à-dire qu'on aura à chaque fois 20 fois 0,615. On fait le calcul de ce truc-là, on tombe sur 12,3. On fait le calcul de ce truc-là et on tombe sur 123. Pour la variance, alors ça va être la même chose, d'accord? Ça va être la somme des variables aléatoires, tout simplement parce que les variables aléatoires sont considérées comme indépendantes. Ça marche que si elles sont indépendantes. Donc ça va être pareil, hein, ça va être V de N1 plus blablabla plus V de N10. La variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, on connaît, hein, c'est le produit des paramètres fois la probabilité qui est le complémentaire à 1. À nouveau, vu que c'est les mêmes lois, à chaque fois ça va être la même variance, donc c'est 10 fois. La variance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, on connaît, ça va être le produit ici des paramètres, donc 20 fois 0,615 fois la probabilité complémentaire à 1, c'est-à-dire fois ici 0,385. Et donc en faisant les calculs ici, en arrondissant à 10 puissance moins 3 près, on tombe donc sur 47,355. Donc 47,355. Question 6, on considère la variable aléatoire m est égale à s sur 10, d'accord? Donc question A, que modélise cette variable aléatoire m dans le contexte de l'exercice? Ça c'est génial, c'est une question d'interprétation, il n'y en avait pas dans le sujet 1, et là dans le sujet 2, il y en a une, donc dans des exercices de probabilité, c'est quand même vachement important. Donc ici il faut observer, hein, notre variable s déjà c'est une somme de, en fait de 10 notes, d'accord? N1, N2, c'est pas pour rien qu'on a appelé ça n d'ailleurs, n pour note, et s pour somme, justement. Somme de notes. On fait la somme de 10 notes, et ensuite on divise par quoi? On divise par 10. On divise donc par le nombre de notes. Ah, on reconnaît la moyenne des notes, et c'est exactement ça. Quand tu calcules ta moyenne générale, tu vas faire la somme de tes notes de chaque matière, et tu vas diviser par le nombre de matières, tu auras donc ta moyenne générale. Là c'est le même principe, on fait la somme des notes, on divise par le nombre de notes, c'est donc bien la moyenne. Et d'ailleurs il y avait quand même un petit indice, parce qu'on l'appelait m comme moyenne. Oh, comme par hasard. Question B, justifier que E de m est égal à 12,3 et V de m est égal à 0,47355. Bon, là, c'est pas très compliqué, hein. Pour l'espérance, on utilise simplement la linéarité de l'espérance, c'est-à-dire que E de m c'est égal en fait à E de s sur 10. Le sur 10, on peut le sortir par linéarité de l'espérance, donc c'est 1 sur 10 fois E de s, d'accord? E de s, on l'a déjà calculé, E de s c'est 123, donc c'est 123 sur 10, c'est donc bien 12,3. C'est-à-dire qu'en moyenne, la note moyenne sera 12,3. Maintenant, pour la variance, il faut faire gaffe, c'est pas la linéarité, c'est la linéarité quadratique. C'est-à-dire que pour sortir un coefficient de la variance, en fait, on va pas sortir le coefficient, on va sortir son carré, on va sortir le carré du coefficient. Mais en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que variance de s sur 10, ça va être donc cette fois-ci 1
1 sur 10 au carré, d'accord, fois la variance ici de S. La variance de S, on connaît, c'est 47,355. 10 au carré, ça fait 100, d'accord, donc 47,355 sur 100. Cette fois-ci, donc on décale la virgule, ça fait 0,47, alors bon, on arrondit 474. Bon, c'est parce qu'on nous demande d'arrondir à 10 puissance moins 3, mais c'est vrai que là, on nous demande de dire que c'est 47355, donc on va écrire en entier, 47355. Mais en fait, c'est les probabilités qui sont arrondies à 10 puissance moins 3, là, c'est pas une probabilité, c'est une variance, donc bon, on n'arrondit pas ici, donc à 10 puissance moins 3. Mais bon, au moins, on répond bien à la question. Question C, à l'aide de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, justifiez l'affirmation ci-dessous, la probabilité que la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80%. Bah déjà c'est assez simple, hein. On cherche à calculer donc P2, donc 10,3, strictement inférieur à M, strictement inférieur, que je me trompe pas, à 14,3, hein, c'est ce qu'on nous demande. Bon, ici avec un petit jeu de valeur absolue, en fait on en déduit que ce truc là c'est pareil que P2 entre valeur absolue M moins 12,3, d'accord, la moyenne entre 10,3 et 14,3, tout ça en valeur absolue, strictement inférieur à 2, puisque 2 c'est la moitié de l'écart entre 10,3 et 14,3. On fait le calcul, ce truc-là, donc c'est en arrondissant à peu près 0,12. En repassant donc à la ligne du dessus, ce truc-là, c'est bien supérieur ou égal à donc 0,88. Et 0,88, c'est bien strictement plus grand que 0,8. Et 0,88, c'est bien supérieur ou égal à 0,8. On a donc bien montré que ce truc-là était plus grand que 80%. On a donc fini l'exercice 1, qui était un exercice de proba assez classique, avec quand même quelques difficultés. Bon, ben voilà, on passe à l'exercice 2. Exercice 2 sur 5 points, les parties A et B sont indépendantes, et ça c'est cool. On a Alain, notre bon vieux Alain, qui possède une piscine qui contient 50 mètres cubes d'eau. On rappelle que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le préciser? Franchement, je ne sais pas, mais bon, autant le préciser. Pour désinfecter l'eau, il doit ajouter du chlore. Le taux de chlore dans l'eau exprimé en milligrammes par litre est défini comme la masse de chlore par unité de volume d'eau. Les piscinistes, je ne connaissais pas ce mot, je l'ai appris, préconisent un taux de chlore compris entre 1 et 3 mg par litre. Sous l'action du milieu ambiant, mais j'ai l'impression que c'est de la chimie ce truc, notamment des ultraviolets, le chlore se décompose et disparaît peu à peu. Alain réalise certains jours à heure fixe des mesures avec un appareil qui permet une précision à 0,01 mg par litre. Le mercredi 19 juin, et ça c'est important, c'est-à-dire la veille de l'épreuve, puisque ça c'est le sujet 2, il mesure un taux de chlore de 0,70 mg par litre. Partie A, étude d'un modèle discret. D'accord, alors pour maintenir le taux de chlore dans sa piscine, Alain décide à partir du jeudi 20 juin d'ajouter chaque jour une quantité de 15 g de chlore. On admet que ce chlore se mélange uniformément dans l'eau de la piscine. 1. Justifier que cet ajout de chlore fait augmenter le taux de 0,3 mg par litre. Vraiment, là, j'ai l'impression de faire de la chimie. Je ne vois pas vraiment où sont les maths là-dedans. Bon, bah pour ça, il faut convertir par exemple 15 grammes en milligrammes. Bah 15 grammes, en milligrammes, c'est multiplié par 1000, hein, donc c'est 15 000 milligrammes. La piscine, c'est 50 mètres cubes, donc 50 mètres cubes en litres, ça va être 50 000 litres. L'augmentation en milligrammes par litre est donc de 15 000 sur 50 000, donc ça on peut faire rapidement le calcul. 15 000 sur 50 000, ça fait bien 0,3, donc si on rajoute les unités, hein, c'est bien 0,3 mg par litre. Question 2A, pour tout entier naturel N, on note Vn, le taux de chlore en milligrammes par litre, toujours, obtenu avec ce nouveau protocole N jours après le mercredi 19 juin. Ainsi, V0 est égal à 0,7. On admet que pour tout entier naturel N, Vn plus 1 est égal à, ce petit calcul, 0,92 Vn plus 0,3. A montré par récurrence que pour tout entier naturel N, Vn est plus petit que Vn plus 1 et plus petit que 4. Alors les récurrences, c'est quand même ce qui manquait dans le sujet 1, là dans le sujet 2, on a au moins une récurrence, donc c'est cool parce que franchement, c'est quand même une partie super importante du programme de terminale. Donc écoutez, je vais pas le rédiger, mais l'initialisation, on a que V0 c'est égal donc à 0,7. V1 c'est 0,92 fois 0,7 plus 0,3, c'est donc 0,944. Et ça c'est bien évidemment plus petit que 4. Donc l'initialisation est vérifiée, on passe maintenant à l'hérédité. On suppose donc que la propriété est vraie au rang n, on va montrer que c'est vrai au rang n plus 1. On multiplie
divise tout par 0,92 et on ajoute 0,3 partout. Alors ça conserve les inégalités parce que tout est positif, hein. Enfin 0,92 est évidemment positif, donc les inégalités sont conservées. Puis ensuite, bon bah là on reconnaît Vn plus 1, d'accord. Ici par récurrence on reconnaît aussi donc Vn plus 2. Et maintenant ce truc là, il n'y a plus qu'à montrer que c'est plus petit que 4. Bah, pour ça c'est assez simple, hein. Il suffit de faire le calcul. 0,92 x 4 ça fait 3,68, hein, je me trompe pas, non on est bon. Et puis en rajoutant 0,3 on obtient donc 3,68 plus 0,3 ça fait 3,98 et ça évidemment c'est plus petit que 4, donc on est bon. On a donc l'initialisation qui est vérifiée, l'hérédité qui est vérifiée, donc par récurrence il y a tout qui fonctionne, c'est super. Question de B, montrer que la suite Vn est convergente et calculer sa limite. Alors pour ça, rien de très compliqué, hein. Pour montrer déjà que la suite est convergente, on utilise la question précédente. Dans la question précédente, on a montré que le terme Vn plus 1 était plus grand que Vn, mais qu'en même temps, tous les termes étaient majorés par 4. Ça veut dire donc qu'on a une suite qui est croissante et majorée. Et par le théorème de convergence monotone, on a bien que la suite donc converge, et donc nécessairement, elle convergera vers un réel plus petit que 4. Alors pour ça, on va utiliser la méthode du point fixe. On va poser une fonction g qui va correspondre en fait à la formule pour calculer le terme suivant dans notre suite, hein. Cette fonction g, c'est la fonction qui a x associe 0,92x plus 0,3, on reconnaît. Cette fonction, très important, elle est continue, et elle vérifie bien la relation suivante, g de Vn est égal à Vn plus 1. Ce qui fait qu'on peut appliquer le théorème du point fixe, et donc pour trouver le point fixe de cette fonction, il suffit en fait de résoudre l'équation g de x est égal à x, c'est ce qu'on appelle un point fixe, hein. Ici on dit que x est un point fixe de la fonction g. Bon, c'est une résolution d'équation, hein. On a donc 0,92x plus 0,3 est égal à x, on passe le 0,92x de l'autre côté, on obtient donc 0,08x est égal à 0,3, on divise tout par 0,3 et on obtient x est égal à 3,75. Pof, génial, on a trouvé x, ce qui fait donc que notre suite va converger vers 3,75. Et alors c'est rassurant parce que c'est un réel qui est effectivement plus petit que 4, c'est aussi un réel positif qui est même plus grand a priori que 1, sachant que les premiers termes on a vu se rapprocher de 1 dans la question précédente, hein, quand on a fait la récurrence, donc on pouvait se douter qu'à un moment donné ça allait dépasser 1, donc voilà, c'est normal de trouver un réel qui est entre 1 et 4. Question 3. À long terme, le taux de chlore sera-t-il conforme à la préconisation des piscinistes? Il faut évidemment justifier la réponse. Je sais même pas pourquoi il y a besoin de le préciser dans une question de bac, sérieux. Alors, les préconisations des piscinistes, c'est un taux de chlore compris entre 1 et 3 mg par litre. 3,75... Bon là à nouveau c'est une question d'interprétation, il faut interpréter en fait le résultat de cette limite, et là on voit que la suite va converger vers 3,75, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de plus en plus de 3,75. Autrement dit, il y a un moment donné où on va dépasser 3. Et donc forcément ça va pas suivre les recommandations des piscinistes, hein, qui est de ne pas dépasser 3 justement, et toujours entre 1 et 3 mg par litre. 3,75, on est au-dessus, donc il y a un moment donné où on dépasse 3, donc malheureusement non, hein, ça ne suit pas les préconisations des piscinistes. Voilà, donc moi je réponds non sur le tableau, évidemment sur la copie il faut justifier. Question 4, je l'adore puisque c'est de l'informatique, un petit programme Python à compléter. Bon, ils sont sympas, on aurait pu faire le code Python de A à Z, mais là c'est juste un texte à trous. Reproduire et compléter l'algorithme ci-contre écrit en langage Python pour que la fonction alerte chlore, avec quand même un underscore, le tiret 8 on reconnaît, renvoie lorsqu'il existe le plus petit entier n tel que Vn est strictement plus grand que S. Voilà, donc là on remarque qu'on a une boucle while, c'est-à-dire qu'on va répéter un truc tant qu'une condition est vérifiée, on va s'arrêter donc quand la condition ne sera plus vérifiée. La condition ici c'est qu'on ait dépassé le seuil du S, du petit S qui est passé en argument, donc on va répéter en gros l'algorithme tant que ce stade ne sera pas dépassé, c'est-à-dire tant qu'on sera plus petit que S. Donc c'est ce qu'on va écrire, while V du coup est inférieur ou égal, donc on l'écrit comme ça en Python, inférieur ou égal à S, et alors c'est inférieur ou égal parce que nous on nous demande le plus petit n tel que Vn est strictement supérieur à S, donc l'événement contraire c'est bien inférieur ou égal, c'est important quand même. On n'oublie pas évidemment les deux points pour la syntaxe. Ensuite, le n, ça correspond simplement à l'indice de la suite, d'accord? Donc le n, à chaque fois, il incrémente, donc n est égal à n plus 1.
Et puis le V, bon, bah, on utilise la formule de la suite, hein, c'est-à-dire 0,92 fois, avec l'astérisque V, plus, tac, 0,3, pof, ça y est, on a terminé. 5. Quelle valeur obtient-on en saisissant l'instruction alerte chlore 3, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice? Bon, bah, si on évalue la fonction en 3 sur Python, donc ça veut dire qu'on cherche le plus petit entier n, tel que Vn est strictement plus grand que 3. Bon, apparemment, et là je me fie encore à la correction que j'ai trouvée sur internet, on a le droit d'utiliser la calculatrice pour faire ce genre de choses. Bon, moi j'aime bien sur ce genre de questions procéder un peu à tâtons, en fait. On teste avec, je sais pas, avec 10, on voit que c'est beaucoup plus petit, alors on teste avec 15, voilà, on teste 4 ou 5 valeurs et on trouve assez rapidement en général. Mais bon, là on a le droit à la calculatrice, donc soit on tape effectivement le code Python directement, soit, je sais pas, il y a peut-être un outil de résolution que je ne connais pas. Mais apparemment ici on va trouver en fait que V16 c'est environ égal à 2,9466, pof, et que V17 c'est environ égal à 3,0109. Ce qui veut dire que entre V16 et V17 on a dépassé 3, donc en fait le plus petit entier n tel que Vn est strictement plus grand que 3, bah en fait c'est 17, hein, c'est-à-dire qu'à partir de V17 on est au-dessus de 3. Donc alerte chlore 3 va renvoyer normalement 17 si on a correctement codé la fonction. Alors dans le contexte de l'exercice, hein, maintenant il faut interpréter, ça veut simplement dire que bah, au bout de 17 jours on aura dépassé 3 mg par litre, c'est-à-dire qu'on aura dépassé les préconisations des piscinistes. Vraiment pisciniste, ce mot me fait rire, j'ai l'impression que c'est une insulte. Vas-y espèce de pisciniste là. Donc notre bon vieux Alain décide de faire appel à un bureau d'études spécialisé. Celui-ci étudie un modèle donc continu pour décrire le taux de chlore dans la piscine. Dans ce modèle, pour une durée X, donc X c'est en jours écoulés, hein, à compter du mercredi 19 juin, f de X représente le taux de chlore en milligrammes par litre dans la piscine. On admet que la fonction f est solution de l'équation différentielle y' égale moins 0,08 y plus q sur 50, où q est la quantité de chlore en grammes rajoutée dans la piscine chaque jour. Question 1, il faut justifier que la fonction f est de la forme f de x égale c exponentielle moins 0,08x plus q sur 4, où c est une constante réelle. Bah là, il faut repérer simplement la forme de l'équation. On a la forme y' est égale à donc ay plus b, où a ici c'est moins 0,08, ok. On a b qui est égal ici à q sur 50, et à partir de là, on connaît la forme générale des solutions, hein, c'est de la forme f de x, donc est égal à c exponentielle ax, et on n'oublie pas moins b sur a, donc à partir de là, on fait les calculs, pof, c exponentielle moins 0,08x, ok. À partir de là, on fait les remplacements et les calculs, hein, donc c exponentielle moins 0,08x, moins b sur a, ok, bon, 50 fois 0,08, ça tombe bien, ça fait 4, hein, bon, on n'oublie pas le moins, donc moins par moins plus, ok, pof, on a trouvé. Question 2a, exprimer en fonction de q la limite de f en plus l'infini. Bon, bah là, il n'y a absolument aucune difficulté, hein, d'accord, exponentielle de moins 0,08x, ça en plus l'infini, ça tend vers 0, d'accord, 0 fois c, ça fait 0, donc à la fin, bon, bah, il reste q sur 4, hein, d'accord, la limite de f de x en plus l'infini, d'accord, c'est évidemment q sur 4. Question B, on rappelle que le taux de chlore observé le mercredi 19 juin est égal à 0,7 mg par litre. On souhaite que le taux de chlore se stabilise à long terme autour de 2 mg par litre. Il faut déterminer les valeurs de C et Q afin que ces deux conditions soient respectées. Autrement dit, on veut que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x, ça soit 2 mg par litre. Ah, ben on a vu que la limite, c'était q sur 4, donc il faut que q sur 4 soit égal à 2. Autrement dit, il faut que q soit égal à 8. On veut aussi que le mercredi 19 juin, c'est-à-dire quand x est égal à 0, on ait 0,7 mg par litre de chlore dans la piscine. C'est-à-dire, il faut que quand x est égal à 0, eh bien f de x soit exactement égal donc à 0,7. f de 0, bon bah quand x vaut 0, l'exponentielle de ce truc-là, ça fait 1, d'accord, il nous reste donc c, plus donc q sur 4, sauf que q il vaut 8, d'accord, 8 sur 4 ça fait 2, donc c plus 2 doit être égal à 0,7, autrement dit, ça veut dire que c est égal donc à, tac tac, 1,3, super, on est content. Donc q est égal à 8, c est égal à 1,3. Question 2c, et non je déconne, il n'y a pas de question 2c puisque c'est la fin de l'exercice, ce qui est un peu dommage parce que ça commençait tout juste à devenir intéressant. Exercice 3, on considère une fonction f définie et deux fois dérivable sur moins 2 plus l'infini, on note cf sa courbe représentative dans un repère
Partie A, exploitation du graphique. Très bien, alors là, il va juste falloir visualiser des trucs, je suppose. À l'aide du graphique, répondre aux questions ci-dessous, exactement, hein, c'est juste ça. Question 1, préciser f2-1, d'accord, donc ça c'est niveau 3ème. f2-1, bon, faut faire gaffe parce que le repère, hein, les unités en abscisse et les unités en ordonnée, c'est pas la même chose, donc faut bien faire attention à ça. Donc f2-1, on se situe à, tac, -2. Ok, maintenant f' de -1, bon bah pour ça on regarde la tangente, hein, d'accord. Alors pour la tangente, bon bah... ok, on avance de 1 vers la droite et on monte de 1. Donc la tangente, c'est exactement 1, d'accord, hein, enfin la pente de la tangente, donc f' de -1, c'est exactement égal à 1. Ensuite, question 2, la courbe CF est-elle convexe sur son ensemble de définition? Alors, on a l'impression que oui, c'est convexe parce que ça commence à accélérer, hein, vers la droite, sauf qu'en fait, il faut observer ce qui se passe surtout à gauche. En fait, on se rend compte que la courbe, elle n'est pas toujours au-dessus de sa tangente, puisque en fait, la tangente là au point B, on voit qu'à un moment donné, ça repasse en dessous puis au-dessus, pof, hein, ça recroise plusieurs fois en fait la courbe. Donc en fait, non, c'est pas convexe. Bon, ça se joue à pas grand-chose, hein, faut vraiment bien voir ce qui se passe sur le schéma. Hein, si vraiment on a de mauvais yeux, c'est facile de se planter. 3. Conjecturer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 et donner une valeur arrondie à 10 puissance -1 près d'une solution. Donc là, il suffit juste de regarder la courbe. On voit que la courbe, elle passe une fois sur l'axe des abscisses, d'accord? Donc a priori, il y aurait une solution à l'équation f de x égale 0. Et si on regarde, hein, c'est à peu près à 0,1, un peu plus, j'aurais dit, allez, 0,115. On nous dit d'arrondir à 10 puissance -1 près, bon, donc on va dire x à peu près à 0,1. Partie B, étude de la fonction f. Alors on considère que la fonction f est définie sur -2 plus l'infini par f de x égale x carré plus 2x moins 1 plus ln de x plus 2, où ln désigne la fonction logarithme népérien. Est-ce qu'il y avait besoin de le préciser? Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Déterminer par le calcul la limite de la fonction f en -2. Interpréter ensuite graphiquement ce résultat. Et on admet que la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors il y a vraiment un truc qui me pose problème, c'est pourquoi on le précise, sachant que là vraiment c'est évident, il n'y a pas... il n'y a pas de forme indéterminée, franchement, autant ne pas le mettre, ça fait toujours une réflexion supplémentaire que l'élève doit avoir. En -2, c'est pas très compliqué, hein, x carré plus 2x moins 1, ça a une limite finie, d'accord? Donc on s'intéresse surtout au logarithme. Ln de x plus 2 en -2, ça tend vers la même limite que ln de x en 0. Et évidemment, le ln en 0, ça tend vers moins l'infini. Donc ici, hein, si je dois répondre à la question rapidement au tableau, c'est donc moins l'infini. Question 2, montrer que pour tout x strictement plus grand que -2, f' de x c'est égal à 2x carré plus 6x plus 5 sur x plus 2. Bon, là, c'est juste un calcul de dérivée. Franchement, j'ai vraiment la flemme de rédiger mieux que ça. Franchement, vous faites vos calculs, vous savez dériver. Franchement, une fonction polynomiale, on sait faire. Le logarithme, bon, sa dérivée, c'est la fonction inverse, d'accord? On n'oublie pas d'évaluer en x plus 2, sachant que quand on dérive x plus 2, ça fait 1, donc c'est comme si on faisait rien. Donc là, franchement, c'est juste un calcul de dérivée, pas besoin de l'écrire, ok, on vérifie, ça marche. Question 3, étudier les variations de la fonction f sur -2 plus l'infini, puis dresser son tableau de variation complet. Bon on va tout faire en même temps, hein. Vu qu'on a la dérivée, on va étudier surtout le signe de la dérivée, puis ça nous donnera les variations de la fonction. Bon alors les valeurs particulières, évidemment, donc on a en -2, d'accord? -2 c'est une limite inatteignable, donc on va l'écrire avec des doubles barres. Peut-être une valeur particulière, ça serait au point B, donc c'est-à-dire en -1, donc en -1, allez, pourquoi pas. Et donc bien sûr, on va regarder ce qui se passe aussi en plus l'infini. Bon, comment on étudie le signe de la dérivée? Bon, on se rend compte qu'on a une fraction avec un polynôme du second degré au numérateur. On utilise la technique du discriminant delta pour voir où est-ce que ce polynôme s'annule. On se rend compte qu'en fait, il s'annule jamais, en tout cas pas pour des nombres réels. Ce qui veut donc dire que, en fait, le polynôme numérateur a un signe constant. Alors, est-ce que c'est le signe positif, négatif? Bon, on regarde simplement le terme constant du polynôme, hein, parce que si on évalue en 0, on a 5, donc évidemment, ça sera positif tout le temps. Donc au numérateur, on est tout le temps positif, et au dénominateur, on est tout le temps positif aussi, puisqu'on regarde ce qui se passe au-dessus de -2. Donc on a toujours du plus par plus, autrement dit, c'est du plus partout, donc du plus
ici, du plus ici. Ce qui veut dire pour la fonction f que, donc en moins 2, on a dit que on allait vers moins l'infini. Ici, donc ça augmente, ok. En moins 1, on a dit qu'on était à moins 2, ok. On augmente toujours, ok. Et en plus l'infini, la limite, c'est plus l'infini. Voilà donc le tableau de variation complet de la fonction f. Question 4, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur moins 2 plus l'infini et donner une valeur arrondie de alpha à 10 puissance moins 2 près. Alors comment est-ce qu'on montre qu'il y a une unique solution? Pour ça, en fait, il faut déjà juste justifier que la fonction est continue. Bon, parce que c'est des fonctions usuelles qui sont continues, donc par somme ou combinaison linéaire, blablabla, c'est continu. Bon, très bien. Maintenant, il faut aussi montrer qu'elle est strictement monotone. Alors, pour le coup, ici, c'est le cas. Mais après, on l'a pas vraiment écrit sur le tableau de variation, parce qu'on a juste dit que c'était monotone, que c'était toujours croissant. Donc, il faudrait dire que c'est strictement croissant. On a donc le théorème de la bijection, ou le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qui nous dit qu'avec une fonction continue strictement monotone, on va passer une et une seule fois par chaque ordonnée dans un certain intervalle. Encore faut-il déterminer cet intervalle. Sauf que ce qu'on est sûr, c'est qu'on passe à un moment donné par moins 2, d'accord, et puis on tend vers plus l'infini. Donc à un moment donné, on passe du côté des positifs. Donc forcément, on va passer par 0. Il y a donc bien une et une seule solution, d'accord, alpha. Il faut encore déterminer une valeur arrondie à 10 puissance moins 2 près, cette fois-ci. Ouais, pour ça, à nouveau, c'est un peu décevant, mais il suffit d'utiliser la calculatrice, on trace la fonction, on regarde, on a un tableau de valeurs, il y a plein de façons de faire, plein de façons de procéder. On peut faire aussi à tâtons, si on veut, mais bon, c'est pas très intéressant. Donc à 10 puissance moins 2 près, on trouve alpha qui est environ égal à 0,12. Donc j'étais pas loin au tout début de l'exercice, quand j'ai dit alpha environ 0,115. Mais du coup, ça donne un petit intérêt en fait aux premières questions, à la partie A, c'est juste pour vérifier que c'est à peu près cohérent avec ce qu'on avait trouvé. Question 5, en déduire le signe de f de x sur moins 2 plus l'infini. Donc on sait qu'entre moins 1 et plus l'infini, on va passer par alpha, d'accord, donc ici c'est toujours croissant, d'accord. En alpha, ça sera nul, la fonction f est bijective puisqu'elle est strictement monotone et continue, ce qui veut donc dire que ici c'est négatif, et ici ça sera positif. Voilà, donc ici c'est la réponse à la question 5. Question 6, montrer que CF admet un unique point d'inflexion et déterminer son abscisse. Pour déterminer le point d'inflexion, il suffit de trouver les racines de la dérivée seconde. Bon c'est parti, calculons la dérivée seconde. Bon, évidemment super facile, on fait de tête, la dérivée seconde c'est 2x carré plus 8x plus 7 sur x plus 2 au carré. De toute façon ça se voit sur le graphique que la dérivée seconde c'est ça. Évidemment je plaisante, il faut utiliser le fait que u sur v prime c'est égal à u' v moins uv' sur v carré, on utilise ce truc là. Quand est-ce que ceci s'annule? Lorsque le numérateur s'annule. Encore faut-il vérifier que quand le numérateur s'annule, le dénominateur ne s'annule pas. Mais ça évidemment on va le vérifier dans un second temps. On va d'abord calculer le discriminant du polynôme du coup au numérateur. Alors le discriminant ici, ça sera donc 64 moins 56. 64 moins 56, ça fait 8. On calcule maintenant les racines. Donc x1 c'est donc moins b moins racine de delta sur 2a. C'est donc moins 8 moins racine de 8 sur 2a, donc sur 4. Racine de 8, on peut aussi l'écrire 2 racines de 2. Donc en fait c'est ce que je vais faire. En l'écrivant 2 racines de 2, on obtient donc moins 4 moins racine de 2 sur 2. Et donc x2, ça sera ici un plus au lieu d'un moins, c'est-à-dire qu'on aura moins 4 plus racine de 2 sur 2. On a trouvé donc deux points d'inflexion, voici leurs abscisses, génial, on a donc répondu à la question. Eh bien non, pas du tout, parce que là, on relit la question, on nous dit, oh, montrer qu'il y a un unique point d'inflexion. Alors comment ça se fait? On en a trouvé deux. On en a trouvé deux, mais en fait, il y en a un qui marche pas. Lui, il n'est pas dans le domaine de définition, ce truc-là, il est strictement plus petit que moins 2. Bah oui, moins 4 sur 2, déjà, moins 4 sur 2, ça fait déjà moins 2. Donc déjà, on n'est même plus dans le domaine de définition, parce que moins 2, en plus, il n'est pas pris dans le domaine. Et en plus de ça, on retire encore racine de 2 sur 2, du coup. Bon, là, c'est sûr qu'on est largement en dessous de moins 2. Donc ça fait qu'en fait, ce x1-là, il fonctionne pas. C'est pas un point d'inflexion, puisqu'on est en dehors du domaine de définition. Il n'y a que le x2 ici qui marche bien. On va donc l'encadrer, ce x2, puisqu'il n'y a que lui qui marche. On a donc bien un unique point d'inflexion et son abscisse est donc moins 4 plus racine de 2 sur 2. Partie C, soit G, la fonction définie sur moins 2 plus l'infini par G de x égale ln de x plus 2. On note CG, sa courbe représentative dans un période normée où J représente ici compte, soit n1 point de CG d'abscisse x. Le but de cette partie est de déterminer pour quelle valeur de x la distance JM est minimale. On considère la fonction h définie sur moins 2 plus l'infini par h de x égale JM carré. Alors JM carré, oui pardon, c'est le JM qui est au carré, ce qui n'est pas clair du tout. Bon c'est parti, question 1, justifier que pour tout x strictement plus grand que moins 2, on a h de x est égal à x carré plus ln de x plus 2 moins 1
au carré. Bon, bah, pour ça, rien de très compliqué, hein, on calcule la distance JM au carré avec les coordonnées des points, donc on a évidemment la différence des abscisses au carré avec Pythagore, hein, on utilise une sorte de théorème de Pythagore ici, ça au carré, plus ym, tac, moins yj au carré, on est content. Bon, l'abscisse de m, du coup, bah, c'est forcément x, hein, d'accord. L'abscisse de j, ça, c'est 0, ok. Ensuite, l'ordonnée de m, bah, du coup, ça va être g de x, d'accord. Et puis, l'ordonnée de j, ça va être 1, donc on a ceci. X moins 0, ça fait x, on a donc x carré, plus g de x moins 1 au carré. Ça nous donne, comme par hasard, ce qu'on voulait, c'est-à-dire ln de x plus 2, tac, moins 1, hop, au carré. Question 2, on admet que la fonction h est dérivable sur moins 2 plus l'infini, on note h' sa fonction dérivée. On admet également que pour tout réel x strictement plus grand que moins 2, h' de x est égal à 2f de x sur x plus 2, où f est la fonction étudiée en partie B. Question A, dresser le tableau de variation de h sur moins 2 plus l'infini, les limites ne sont pas demandées. Bon bah heureusement qu'on nous donne h' en fonction de f, parce qu'on va pouvoir réexploiter le tableau de signes de f qu'on avait juste avant. Donc si f est négatif, 2f va être négatif aussi, d'accord, et si f est positif, 2f va être positif. Maintenant on divise aussi par x plus 2, sauf que bon bah x plus 2, vu que x est toujours strictement plus grand que moins 2, x plus 2 va être toujours positif, donc 2f de x sur x plus 2, donc ça c'est égal à h' de x, en fait donc ça va être hop, négatif là, positif ici, pauvre, génial. Et vu que tout est bien continu, hein, à chaque fois ça va s'annuler ici. Comme on a la dérivée de h qui est négative, positive, du coup h, on va avoir ces variations ça va être donc décroissant, croissant, paf, on est content. Question 2b, on déduire que la valeur de x pour laquelle la distance jm est minimale est alpha, où alpha est le nombre réel défini à la question 4 de la partie B. Bah en fait jm est minimal lorsque jm carré est minimal, sauf que jm carré, bon bah c'est h, hein, d'accord, et h justement il atteint son minimum en alpha, puisque là c'est décroissant, croissant, bon bah donc ici c'est le minimum. Donc voilà, pour la question 2a et la question 2b, il suffit de regarder ce truc là. Question 3, on notera m alpha le point de CG d'abscisse alpha. Question 3a, montrer que ln de alpha plus 2 est égal à 1 moins 2 alpha moins alpha carré. Bon bah pour ça on va écrire ce qu'on sait, hein. On sait que par rapport à alpha, f de alpha est égal à 0. Donc à partir de là, on va pouvoir écrire que alpha carré plus 2 alpha moins 1 plus ln de alpha plus 2 va être égal à 0. Ça, c'est la formule de f. Et bah donc, ça y est, en fait, c'est gagné. On a juste à passer du coup le polynôme ici à gauche de l'autre côté et on obtient ce qu'on veut. En fait, je comprends pas la difficulté de la question. Question 3b, on déduire que la tangente à CG au point m alpha et la droite JM alpha sont perpendiculaires. On pourra utiliser le fait que dans un repère orthonormé, deux droites sont perpendiculaires lorsque le produit de leur coefficient directeur est égal à -1. Le coefficient directeur de la tangente, en fait, à la courbe CG au point M alpha, c'est égal simplement à G' de alpha. Quand la dérivée, ça exprime justement les coefficients directeurs des tangentes. Et G' de alpha, suffit de le calculer, hein, c'est donc 1 sur alpha plus 2. Maintenant, le coefficient directeur de la droite JM alpha, pour ça on utilise simplement la fonction h et sa dérivée que l'on connaît. On fait nos petits calculs dans notre coin et on obtient que ce coefficient directeur c'est ln de alpha plus 2 moins 1 sur alpha. Donc tout ça c'est juste en utilisant les données de l'énoncé, hein, avec la formule de G', la formule de H' qu'on a trouvée. On effectue le produit des deux maintenant pour voir si ça fonctionne, donc on obtient ln de alpha plus 2 moins 1 sur alpha facteur de alpha plus 2, le but ça va être de montrer que ce truc là c'est égal à -1, sauf qu'un truc qui est fantastique c'est que ln de alpha plus 2, on a montré justement dans la question précédente que c'était égal à moins alpha carré moins 2 alpha plus 1, donc ça on va pouvoir évidemment le réexploiter, donc tac, on réécrit, on obtient ceci, bon le plus 1, moins 1 évidemment se simplifie, on a donc moins alpha carré moins 2 alpha sur alpha facteur de alpha plus 2, on factorise évidemment au numérateur, on a donc moins alpha plus 2 fois alpha, qu'on va mettre ici, sur alpha fois alpha plus 2, pof, ça s'annule, il reste donc bien -1, pof, ça fait -1, c'est bon, on est content, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est vraiment génial. On a donc
Et ça y est, on a donc terminé l'exercice 3. Exercice 4 sur 4 points, c'est un vrai ou faux, d'accord? On doit évidemment justifier notre réponse. C'est de la géométrie dans l'espace. Génial! On a donc des points A, B, C, D, H avec des coordonnées. Affirmation 1, les points A, C et D définissent un plan d'équation 8x moins 5y plus 4z moins 16 est égal à 0. Bon bah pour ça, on prend deux vecteurs qui sont pas collinéaires. Hein. On a par exemple AC qui est le vecteur 2, 4, 1. On a le vecteur AD qui est le vecteur tac, moins 2, 0, 4. Ces deux vecteurs sont pas collinéaires, puisque par exemple pour passer de 4 à 0, il faut multiplier par 0, mais bon, évidemment, si on multiplie 2 et 1 par 0, on n'obtient pas moins 2 et 4. Donc ils définissent bien un plan. Maintenant, pour vérifier que on a bien le plan qu'on veut, avec l'équation qu'on veut, là, bon bah on prend 3 points qu'on connaît, hein, A, C et D par exemple. On vérifie que leurs coordonnées vérifient bien l'équation, donc on remplace dans l'équation par les coordonnées respectives de A, C et D. On a les coordonnées du point A, on remplace X, Y, Z par 2, 0, 0. On fait la même chose avec C, donc 4, 4, 1. Avec D, donc 0, 0, 4. On remplace à chaque fois dans l'équation. À chaque fois, on tombe sur 0. L'affirmation 1 est donc vraie. Question 2. Les points A, B, C et D sont coplanaires. Bon, bah, vu qu'on sait que A, C et D définissent un plan dont on a l'équation grâce à la question précédente, il suffit de vérifier que B vérifie bien cette équation. Bah, on prend les coordonnées de B, qui sont 0, 4, 3. On remplace dans l'équation. Puis on tombe sur un truc qui est différent. Hein. On tombe sur tac, tac. On tombe sur moins 24, c'est différent de 0. Autrement dit, les coordonnées de B ne sont pas solution de l'équation, donc B n'est pas dans le plan, autrement dit, A, B, C et D ne sont pas coplanaires. Question 3, les droites AC et BH sont séquentes. Pour ça, il suffit de vérifier que les vecteurs AC et BH, déjà dans un premier temps, ne sont pas collinéaires, ce qui est le cas, hein, puisque bon, AC c'est 2, 4, 1, BH ça va être donc avec les coordonnées moins 1, moins 3, moins 1. On vérifie assez rapidement que c'est pas collinéaire, bon, ici ça se voit. Donc soit elles sont coplanaires et dans ce cas-là elles sont séquentes, soit elles sont même pas coplanaires, dans ce cas-là elles sont pas séquentes. Bon bah ici il va falloir donner en fait les représentations paramétriques des droites. Pour ça on donne les représentations en fait paramétriques des droites BH et AC. Dernière affirmation, la numéro 4, le point H est le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC. Pour ça, on essaye de déterminer déjà un vecteur normal au plan ici ABC. On trouve assez rapidement qu'un vecteur normal, ça serait par exemple 1, moins 1 et 2. Ça, on peut le trouver facilement avec des produits scalaires, avec les vecteurs par exemple AB et AC. Maintenant, le vecteur DH, qui est le vecteur qui nous intéresse le plus, c'est le vecteur moins 1, 1, moins 2. Ça, on reconnaît en fait que c'est l'opposé du vecteur n, hein, c'est égal à moins n. Autrement dit, les deux vecteurs sont collinéaires, et finalement, c'est tout ce qui nous importe. Donc, le vecteur DH est bien un vecteur normal au plan ABC. Maintenant, il suffit de vérifier que le point H est bien dans le plan ABC. En fait, ce truc-là, est-ce qu'on l'a pas déjà vérifié? Non, on l'a pas encore vérifié, mais on peut le faire assez rapidement. On prend l'équation du plan ABC. Donc, l'équation cartésienne, hein, c'est x moins y plus 2z moins 2 est égal à 0. On prend les coordonnées du point H, on remplace dans l'équation, ça fait bien 0, donc H est bien dans le plan ABC. Autrement dit, l'affirmation 4 est donc vraie, hein, on a bien le projeté orthogonal. On a donc terminé ici l'exercice 4, et on a terminé en plus de ça le sujet 2. Et on a terminé en plus de ça tout le baccalauréat de mathématiques, sujet 1 et sujet 2. Et ça, c'est franchement super cool. C'est donc la fin de cette correction du baccalauréat 2024 de mathématiques pour les sujets de métropole. J'espère que ça t'a plu, en tout cas on est allé un peu vite, mais le but c'était de voir vraiment dans la globalité les méthodes assez rapidement pour résoudre les exercices. On se retrouve très bientôt à nouveau sur le baccalauréat avec notamment le grand oral qui va arriver très rapidement. Et j'ai justement proposé à quelques-uns de mes abonnés de passer sur ma chaîne leur grand oral de mathématiques. Je te mets un petit extrait pour te montrer ce que ça va donner. Ok, alors là tu m'as parlé des vecteurs, tu peux me parler un peu des courbes de Bézier? T'as fait des recherches là-dessus? T'as pas fait de recherche là-dessus? T'es vraiment une merde. C'était vraiment nul, tu bégayes trop, vraiment t'arrives pas à parler, t'as un problème d'élocution, c'est n'importe quoi, je te mets 2. Et le sujet était à chier, c'est même pas intéressant ce que t'as raconté, tu mérites même pas 1 sur 20. Comment tu veux parler des courbes de Gauss si tu sais même pas écrire Gauss? Allez, vous êtes tous nuls, de toute façon je vous mets tous 0, c'est bon. Allez, à très bientôt, à la prochaine.